On a des idées, mais on pense pas qu'on peut les atteindre, puis tout à coup on dit, ah, mais attends une minute, si Si je fais j'essayais telle ça, partie en premier, si je fais ça, après ça je fais, ah, peut-être que l'on pourrait s'y rendre. Tout à ouais. coup, on est rendu à mi-chemin, puis on est convaincu qu'on va s'en rendre. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou, hein? Aujourd'hui, à Éclair de génie, je reçois M. Éric Dugas, président de l'entreprise Amilior. Ici Thérèse Témélis, experte en recrutement d'ingénieurs et de management en manufacturier et des technologies chez Toven International. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Amilior. Moi, je pensais que c'était un prénom, mais finalement, c'était pas un prénom, Amilior. L'entreprise a été fondée originellement dans le principe de vouloir améliorer les produits qui étaient déjà existants sur le marché. Sans prétention, on n'avait pas la vision d'avoir une grande entreprise, de Non? vendre des produits internationalement. Ce qu'on voulait faire, c'est aider les gens. Du départ, c'était de trouver des façons d'accommoder mieux les gens qui étaient dans des produits qu'ils avaient déjà en leur possession et dans certains cas, des produits qui étaient déjà développés sur le marché, mais qui accommodaient pas certains besoins de notre clientèle, qui avaient des besoins qui est généralement rattachés à la mobilité, donc des personnes qui ont des troubles de positionnement dans les fauteuils roulants. Donc, Amilior, on fait des produits de mobilité, donc des fauteuils roulants motorisés principalement. Mais originalement, on faisait de l'adaptation de fauteuils roulants motorisés qui étaient généralement les cas les plus lourds qui avaient beaucoup plus de besoins. Ah, OK. Votre entreprise, elle a démarré en 91. En 97. OK, mais elle a été constituée en 91. C'est ça que j'ai vu dans le registre des entreprises. Non, Amilior, parce qu'il y a deux compagnies. Il y a Amilior 1991, qui était un collègue à moi, qui travaillait dans la même entreprise que moi, qui faisait des travaux les soirs et les fins de semaine à justement accommoder des gens. Ah, d'accord. Et en 1997, nous, on a fondé Amilior et on a acheté sa petite entreprise. Alors, il est devenu partenaire avec nous dans cette nouvelle aventure qui était pour prendre beaucoup plus d'ampleur à ce moment-là. Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est lui qui avait parti cette idée-là, puis vous avez comme continué avec lui, c'est ça? Exactement. La différence qui est survenue en 1997, c'est que l'entreprise a vraiment pris une ampleur différente. C'était vraiment rendu un emploi à temps plein. On faisait la conception de produits. On a vraiment commencé à développer des choses. Avant 1997, c'était plutôt des petites adaptations, c'était des changements un petit peu d'appui-bras ou d'appui-pied, des choses comme ça. Mais à partir de 1997, c'était vraiment des systèmes de positionnement motorisés. On rajoutait beaucoup sur la structure. On a fait même une structure complète de sièges qui se rajoutait sur les produits existants, et ainsi de suite. Alors, c'est là que l'entreprise, on pourrait dire qu'elle a vraiment eu une vraie identité, où il y avait des gens qui travaillaient à temps plein, qui faisaient des choses pour la clientèle directement. Contrairement à avant, où c'était un manufacturier qui faisait des fauteuils roulants motorisés manuels, des triporteurs, quadriporteurs, ainsi de suite. Et beaucoup du travail d'Amilior 1991 à ce moment-là était vraiment rattaché à des besoins que l'entreprise générait. C'est vraiment parti avec un désir d'améliorer la situation des gens. Ben, une des choses qui s'est produite sur le marché, dans les années 80, la fin des années 80, les manufacturiers de fauteuils roulants, qui étaient plus ciblés sur la clientèle qui était plus complexe, faisaient un produit complet qui venait avec des systèmes de positionnement motorisés. Donc, un dossier motorisé qui pouvait replacer la personne pour des questions de confort, des questions de vision. Il y a plusieurs applications dans lesquelles ils vont servir. Et des bascules motorisées qui, eux, ils vont vraiment basculer le siège pour empêcher de faire des points de pression sous les cuisses ou ce que les régions des ischions. Donc, c'est thérapeutique comme produit. Aussi des appuis-jambes élévateurs motorisés, donc les personnes qui avaient des problèmes de circulation. Dans le début des années 90, le marché a explosé un petit peu des fauteuils roulants motorisés. Donc, il devenait plus disponible au niveau des agents payants. Et ce que ça l'a fait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont rentré dans ce marché-là sans avoir des solutions complètes. Mais plus principalement, c'est qu'ils voyaient une partie du marché, mais ils ne voyaient pas non plus l'implication que ça pouvait avoir à long terme. La plus grosse évidence que ça devenait de plus en plus nécessaire d'avoir un produit complet, c'est surtout les maladies dégénératives. Une personne qui va être dans un produit qui comble son besoin au départ ne veut pas dire nécessairement que le produit va pouvoir s'adapter selon l'évolution de la condition. Alors, c'est ce qui a créé beaucoup de produits sur le marché que tout à coup, il n'y avait pas les options qui étaient nécessaires pour la clientèle.
Et ça a ouvert un marché pour nous qui était de faire ces produits-là pour être capable d'accommoder les gens dans les produits qui n'étaient pas aussi complets qu'ils auraient pu avoir de besoin au départ. Donc, ça vous a permis de vous spécialiser dans ce produit-là. Oui, on a commencé directement dans les produits de positionnement motorisé. Donc, on a commencé à faire des adaptations de fauteuils avec des systèmes qui étaient au départ vraiment faits sur mesure sur le fauteuil spécifique de la personne. Et on s'est envenu à faire des produits qui étaient plus standardisés, donc tablettes avec différents adapteurs pour différentes compagnies, ainsi de suite. Et comme je vous ai dit, on avait l'intention de servir la clientèle québécoise. Mais où on travaillait avant, on avait quand même un contact avec beaucoup de clients à travers le Canada. Vous êtes international, vous avez réussi. Et on continue notre expansion. Je pense que ça va très bien. On réussit, je dirais, à développer nos marchés à l'international. Mais du départ, c'est vraiment le besoin qui a fait l'évolution de l'entreprise. Alors, comme je vous ai dit, on vend au Québec, on a notre clientèle, on connaît nos gens. Et tout à coup, on commence à recevoir des appels à travers le Canada par des personnes qui ont entendu parler qu'on avait commencé à faire l'adaptation de ces produits-là. Et eux avaient de la clientèle qui n'avait pas de solution. Alors, le besoin a fait qu'on a reçu des coups de téléphone. On a commencé à livrer des produits à travers le Canada. Et la prochaine marche qui était logique, c'était de s'en aller vers les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis représentent environ 65% de notre chiffre d'affaires. Alors, on a commencé à vendre aux États-Unis au début des années 2000 et ça a progressé depuis ce temps-là. L'entreprise, par contre, était véritablement sur de l'ajout sur des produits de manufacturiers existants. Et en 2008, on a fait une tournure où on a créé notre propre fauteuil motorisé complet. Donc, on faisait encore les adaptations pour les autres manufacturiers ou les autres clients de nos compétiteurs manufacturiers, mais on a développé notre propre solution complète aussi. Ah, c'est vraiment bien, franchement, c'est incroyable. Ça a fait comme boule de neige, à partir de quelque chose, puis ça a développé jusqu'à une... Oui, j'aimerais pouvoir vous dire qu'on avait tout bien planifié ça, mais vraiment pas. Je pense qu'une de nos forces, c'est de bien écouter notre clientèle, c'est de s'adapter à ce qu'ils ont besoin. Sans un besoin, on peut avoir beaucoup de difficultés à vendre des produits. Alors, c'est très important de s'assurer que on fait quelque chose qui est nécessaire, que les gens veulent avoir le produit, qu'on le fait de la manière qu'ils veulent l'avoir aussi. Alors, on fait définitivement un plan stratégique. On a les 5 prochaines années d'un peu figurées. Comme j'ai dit dans nos réunions de planification stratégique, les 2 prochaines années, on les connaît. Les 3 prochaines années, c'est un souhait, mais on va voir comment que les choses avancent. Puis il faut garder cette flexibilité-là pour être capable d'ajuster notre tir. Si on commet trop rapidement, tout à coup, on se rend compte que ça devient trop difficile de changer l'horizon et on prend des mauvaises décisions. Tout à coup, on n'arrive pas avec les bons produits, et ainsi de suite. Alors, c'est très important de garder cette flexibilité-là et de s'assurer que, malgré qu'on a une vision, mais la vision doit être capable d'être changée demain. Parce que l'affaire, c'est qu'on s'y attend pas. Hein. Quand il arrive une situation, je dirais, une personne qui se retrouve dans un événement, perte d'autonomie, perte de membres ou perte justement d'écoute et quoi que ce soit, on se sent vulnérable. On dit, bon, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'adapter à ma nouvelle vie? C'est là que vous introduisez ces appareils. C'est là que la technologie s'introduit et qui transforme la vie d'une personne. Je vous dirais que c'est quelque chose qui est quand même assez progressif aussi, par contre, parce que autant qu'on va donner un nouveau produit à une personne, la capacité de manipuler ou d'utiliser le produit va prendre un certain temps. C'est ce qui est vraiment, je vous dirais, difficile sur beaucoup de gens. C'est pas parce qu'on a une solution que la solution s'applique et que ça fait le travail facilement et que tout à coup, les besoins sont comblés. Il y a du travail à faire dans des cas très complexes qu'on a fait, plusieurs retours à faire pour s'assurer des ajustements, s'assurer que la personne a la capacité de faire les mouvements nécessaires pour contrôler le produit, et ainsi de suite. C'est vraiment un chemin pour atteindre le but. C'est plusieurs étapes à faire pour s'assurer que ces gens-là peuvent retrouver le maximum de capacité possible. Ça veut dire que vous avez des ingénieurs sur place, puis quand les gens viennent, ils regardent la situation comme telle, ils font une analyse des difficultés que la personne, puis après ça, vous l'adaptez à la personne comme telle. Oui, généralement, ça va être fait avec une évaluation qui est faite avec un ergothérapeute dans un centre. Ce que nous, on a développé un petit peu, qui est un peu notre force, c'est la capacité d'interpréter le besoin qui nous est véhiculé par l'ergothérapeute de la personne qu'elle l'évalue. Dans certains cas, on va être présent. On va aller voir la personne directement. Mais comme vous pouvez savoir, on va à l'international. On ne peut pas être dans tous les endroits en même temps. Mais aujourd'hui, avec la technologie de téléconférence,
on est capable d'être à peu près partout. Je vous dirais d'avoir une vue sur ce qui se fait ou ce qui est besoin d'être fait, ça nous aide énormément à développer des produits qui sont encore mieux adaptés. Par contre, il y a quand même une expertise qui s'est faite à fur des années, qui ont commencé avec des produits un petit peu plus simples, qui ont évolué, qui sont devenus plus ajustables. Alors, à chaque fois qu'on avait des nouveaux besoins qui revenaient vers nous, on essayait de voir est-ce qu'il y a un produit qu'on a fait dans le passé, qu'on est capable d'adapter et d'ajuster pour que ce produit-là devienne plus versatile. Je vous dirais, c'est cette expertise-là qu'on fait, je vous dirais, depuis nos tout débuts, mais qu'on garde une certaine expérience, une certaine connaissance sans la perdre et qu'on est capable de l'appliquer en avançant. C'est là que je vous dirais que notre avancement technologique est vraiment dans qu'est-ce qu'on est capable d'utiliser, comment est-ce qu'on est capable de changer un peu nos produits pour finalement être capable de combler plus de besoins. Ça a vraiment changé l'entreprise. C'est ça la beauté de la chose, parce que au fond, quand vous voyez par exemple une maladie X qui dégénère et que en fait c'est répétitif les actions comment la façon qu'elle dégénère, ça peut dire ok bon ben ce siège-là va être bon pour cette personne-là, on va juste réajuster au fur et à mesure, mais si c'est déjà fait à préalable, ça va avantager la prochaine personne. Définitivement. Puis les gens qui ont, je vous dirais, qui ont des besoins grandissants, on essaie de changer le moins de choses possible. À cause de la raison que je vous ai dit tantôt, c'est un chemin à atteindre le but, d'être capable de faire le maximum avec le produit. Plus on est obligé de changer des choses pour combler le besoin, et plus de temps ça va prendre à la personne, plus de difficultés cette personne-là va avoir pour atteindre la satisfaction de son besoin. Alors, c'est important pour nous d'essayer de le faire le plus versatile possible, de changer le moins de choses possible, tout en étant capable de faire les adaptations nécessaires. Ah, d'accord. Vous pouvez trouver différentes façons d'aider la personne, mais c'est vrai que la personne doit s'adapter à cet environnement. Exactement. Et dans certains cas, c'est très difficile. Il y a des choses, des fois, dans l'évolution des cas et des conditions de la personne, ça peut apporter à être obligé de faire des gros changements. D'accord. Et ces gros changements-là, ben, ça prend une adaptation quand même assez grande. Important. Exact. On est dans une période difficile qui est la COVID. Est-ce que ça a un impact sur votre compte? Ça a un impact sur tout le monde. L'impact que je vous dirais pour notre domaine est plutôt dans la disponibilité des gens qui ont des besoins. Une bonne proportion de notre clientèle est une clientèle à risque. Donc, les rendez-vous, les évaluations, ça devient plus difficile, et ainsi de suite. Alors, on ne voit pas que le marché, pour nous, va baisser. Il a baissé à cause de la COVID et de la disponibilité des rendez-vous, mais on le sait que c'est du temps emprunté, donc on sait que aussitôt que la COVID est moins présente ou une thérapie ou un vaccin, quoi que ce soit, pour nous, il va y avoir un rattrapage qui va se faire. On le sait, on sait juste pas à quel moment exactement ça va arriver. Et dans tous les différents marchés qu'on a, mais ça a eu un impact différent. Donc, il y en a que l'impact était senti beaucoup plus tôt ou d'autres ont été sentis plus dans les 2 derniers mois. Donc, ça se promène un petit peu, ça joue un petit peu. Ça a baissé notre chiffre d'affaires. On a été un peu opportun parce que on a des fournisseurs qui font des masques. Donc, on a été capable, entre-temps, de livrer des masques pour des gens qui avaient des besoins, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la transformation de viande. On a fait aussi des centres de longue durée, des choses comme ça. Alors, ça a vraiment venu compenser le manque à gagner qu'on avait dans nos produits conventionnels. Quand je disais au début, la COVID frappe tout le monde parce que on sait pas quoi, on sait pas quand, on sait pas comment. On doit essayer de s'adapter, on doit essayer de voir comment les choses bougent. Mais on n'a pas de référence, on n'a pas de point de repère comme qu'on a normalement en entreprise. On a des KPI, on sait quel marché fait quoi, on a une petite idée de où les choses vont bouger. Présentement, ben, on est un peu sur le qui-vive. On regarde beaucoup plus à court terme. C'est la seule solution que vous pouvez faire parce que justement, ça change d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Là, surtout quand ça a sorti la première fois, tout le monde était en confinement. Donc, l'impact que vous avez eu, vous, dans votre entreprise, au niveau du confinement, comment vous avez procédé là-dessus? Oui, on est un service essentiel. Donc, nous, on n'a jamais arrêté de fonctionner. Par contre, bien avant que les masques deviennent obligatoires, ils étaient tous obligatoires chez nous. De la première journée où le gouvernement a décidé de faire l'arrêt pour tout le monde, pour nous, c'était le masque obligatoire à l'intérieur. On avait du Purell partout, on forçait les gens à se laver les mains 7-8 fois par jour. On a séparé les heures de cafétéria pour avoir le moins de monde possible à la cafétéria. On a enlevé des chaises, assuré que les gens étaient pour s'asseoir à 2 mètres l'un de l'autre. Je crois qu'on a bien répondu. On n'a pas eu de cas de COVID ici à l'intérieur de l'entreprise. On se considère, je suis très chanceux de ne pas en avoir eu.
On a fait quand même des mesures, mais on peut pas être à 100% garanti que le COVID ne rentrera pas dans l'entreprise. Et je vous dirais, il y a quelques employés qui ont eu le COVID, mais qui étaient déjà en arrêt de travail pendant ce temps-là. On a été obligé de mettre 30% de nos employés en arrêt de travail. Aujourd'hui, on est rendu à seulement quelques-uns qui sont pas rappelés encore. Et OK. par choix dans certains cas aussi. D'accord. Donc, au fond, vous avez eu les subventions gouvernementaux qui ont pu vous aider dans le processus durant cette pandémie? Je vous dirais que ça venait d'un peu partout. Il y a des gens de l'interne qui ont très bien réagi. Il y a eu des informations qui sont venues d'un peu partout. On est membre aussi de la FCEI qui a véhiculé quand même beaucoup d'informations D'informations. sur les mesures, la CNESST qui avait fait des guides pour les entreprises qui fonctionnaient déjà. Ils étaient peut-être pas aussi complets qu'ils sont aujourd'hui, mais ça a été une évolution aussi pour eux, puis essayer de déterminer qu'est-ce qui étaient les bonnes mesures. Je pense que si on se retourne au mois de mars, on en connaît beaucoup plus aujourd'hui qu'au mois de mars. Oui, ça, c'est sûr. Alors, Oui, ça, c'est... alors, c'est certain qu'il y a eu une certaine adaptation de ce côté-là. Et étant donné qu'on est une compagnie qui a toujours adapté des choses, on a, Ah, ben oui, c'est vrai. Vous y mettons qu'on connaissez. avait une petite longueur d'avance peut-être dans notre attitude de comment on fonctionne avec nos clients. Donc, même pour l'interne, ça nous a aidé grandement. Ah oui, c'est clair, parce que c'est vrai, c'est un sens d'adaptation constamment, puis vous vivez ça au quotidien, là, pour votre Ce vie. qui est différent d'aujourd'hui avec notre entreprise, c'est que, comme je vous ai dit au départ, on faisait des produits sur le moment, sur le besoin qui était devant nous. Et aujourd'hui, on fait du développement à long terme, mais on fait encore aussi du développement très court terme sur le besoin qui est devant nous. On a un département de sur-mesure qui fait des adaptations spéciales pour une personne particulière. Mhm. Et on a l'autre côté qui est vraiment le produit de masse qui va être Avec un capable d'être ensemble. distribué un peu partout de l'international. On a d'ailleurs fait l'acquisition d'une entreprise à travers le COVID qui est basée en Wow! France et ça devient notre pied à terre pour l'Europe. On a 2 nouveaux partenaires qui sont là-bas. Heureusement qu'on avait des partenaires là-bas aussi qui restaient avec nous parce que durant le temps de COVID, c'était un peu moins évident de gérer à distance. Donc, ces gens-là étaient très compétents, ils s'occupent très bien de notre entreprise en France et ils sont un petit peu en avant de nous avec le COVID aussi. Donc, on a déjà Ouais. commencé à voir des bienfaits de la réouverture des marchés, et ainsi de suite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment du bien parce qu'il y en a qui ont la difficulté, il y en a d'autres que, tu sais, ça va bien. Le fait que vous étiez un service essentiel, vous êtes dans un domaine où est-ce qu'il y a un besoin physique de mobilité, ça touche directement les personnes. Donc, c'est un autre défi, là, qui est intéressant, là, aussi. Que Ben Auclair était ambassadeur pour vous? Oui, Benjamin qui s'est joint à nous il y a environ 2 ans maintenant. Ben qui a eu un accident en wakeboard, qui est Wow. devenu tétraplégique. C'est un C3. C'est un athlète mondial avec une mentalité d'un athlète mondial qui est maintenant en fauteuil roulant motorisé dans un de nos produits. Et on a rencontré Ben à travers un article, je crois que c'était le Journal de Montréal ou La Presse, et il y avait une couverture sur Benjamin, et on le voit assis dans notre fauteuil, on le connaissait pas. Ah! Donc, ça, c'est un bel addon. Wow! Exact. Et en plus, on voit qu'il habite à Valleyfield, qui est tout près de nous. Nous, on est à Vaudreuil, il est 30 minutes de chez nous. On a tout fait pour le retracer, le contacter. On a eu des rencontres et maintenant, aujourd'hui, il travaille avec nous. Ah, il travaille avec vous comme conseiller ou Il comme... est ambassadeur, il fait aussi partie de l'équipe du marketing. Donc, c'est Ben qui fait des vidéos. Vous allez sur le Facebook d'Amelia, vous allez voir Ben en vidéo avec le fauteuil. C'est lui qui fait ces vidéos-là. Oui, c'est ça, j'ai lu qu'il faisait de la production, puis j'ai vu un de ses vidéos aussi quand il faisait ses sports. Donc, Exact. c'est incroyable comment quelque chose aussi tragique peut arriver, qui peut transformer ta vie en venant à une compagnie qui a vraiment besoin d'une personnalité bien connue, qui peut vraiment faire la marque. C'est vraiment fascinant. Exact. Et en plus, Ben ne fait plus que juste faire du marketing pour les produits et d'être ambassadeur parce que il rapporte aussi, il est une voix d'un client. Il participe également aux avancements qu'on veut faire dans les prochaines années et je vous dirais que c'est une source importante d'informations. Il est capable de bien évaluer le produit, de nous apporter des retours, s'assurer de bien travailler avec les développements qu'on fait. Alors, il est devenu une partie importante de notre équipe pour être capable de continuer à développer en avançant. Ah, c'est génial. J'aime bien vous parler de votre équipe. Quand vous avez parti votre entreprise, vous avez toujours vu cette façon de gérer comme une équipe de travail, comme une participation. Je dirais que je suis intéressé à travailler avec les gens.
J'aime pas faire les choses moi-même. J'aime mieux travailler avec quelqu'un, atteindre un but que de le faire tout seul. Alors, pour moi, ça a toujours été important d'inclure les gens. Ça a toujours été important, peu importe le niveau dans l'entreprise, tout le monde peut avoir une bonne idée. D'accord. Tout le monde peut nous aider à différents moments. Alors, pour moi, c'est toujours important de vraiment inclure les gens, de vérifier ce qu'on fait, puis de le valider avec la clientèle. C'est ce qui est très important pour moi. Et je crois que de l'autre côté, ça l'aide les gens aussi à avoir une rigueur, d'avoir un vouloir de participer, J'ai l'impression que les gens en donnent plus quand ils sont impliqués, quand ils savent que s'ils ont eu une bonne idée, ça va avancer. Et que c'est pas nécessairement qui t'es dans l'entreprise ou ce que tu devrais faire qui va être important, c'est d'atteindre le but qui est important, en gros. Ouais. C'est ça, c'est l'effet enfant. Oui. Ça, vous connaissez l'effet enfant. C'est exactement ça, c'est de reconnaître les qualifications, l'intérêt, l'intelligence, l'avantage des gens peuvent rapporter à l'entreprise, faire en sorte que les gens se sentent importants et qu'ils font partie de cet univers. Je veux dire, ils sont pas que des observateurs, mais vraiment, ils donnent la main à la part. Exact. C'est important qu'ils soient capables d'apporter leur expertise de tous les jours. La preuve, c'est qu'un ingénieur n'est pas un assembleur et d'essayer d'interpréter ce que l'autre personne fait, mais c'est très possible qu'il ne sera pas capable de cerner toutes les difficultés que l'assembleur peut avoir. Et ainsi de suite. Ça va aller jusqu'à la structure de produit, comment qu'on vend le produit, comment est-ce que le service à la clientèle peut aider les clients à comprendre le formulaire de commande, et ainsi de suite. Alors, si tous les gens ont participé, on a beaucoup moins à faire après une relâche de projet, et je dirais de réparation à faire après une relâche de projet, parce qu'on a été capable de vraiment cerner tous les besoins de tous les différents aspects du développement d'un produit. Donc, vraiment être interindépendant de ton travail assembleur, mon travail d'ingénieur. On se complète, on va s'entraider pour atteindre l'objectif ultime qui est le service à la personne. Oui, puis une structure, c'est important. C'est important d'avoir une structure organisationnelle, que les gens sont très au courant des buts à atteindre. Ils savent les chemins à prendre pour les atteindre et d'assurer à travers ça qu'il va y avoir un travail qui va interagir avec tous les départements. Et faut s'assurer que toute cette structure se renouvelle aussi. Pas parce qu'on fait une structure aujourd'hui qu'elle est bonne l'année prochaine. Alors, faut s'assurer de comment on va entretenir cette structure-là. Et on a évolué un petit peu comme entreprise au niveau de la structure et aujourd'hui, on est rendu à fonctionner dans la structure la même chose qu'on fonctionne avec nos clients. Ce qui veut dire, tous les départements à l'interne dans l'entreprise ont des clients à servir dans l'entreprise. Alors, tous les départements sont en même temps un fournisseur pour un et un client pour l'autre. Alors, ça rend les gens responsables de servir leurs clients. C'est vrai. Alors, servir un client, c'est pas nécessairement de servir un client à l'externe. Si je sers mon client à l'interne, lui, il sert le client à l'externe, il va avoir ce qu'il a besoin. Exact. Alors, on a essayé d'apporter cette mentalité-là où les gens vont pouvoir avoir le besoin de servir la personne qui va recevoir. Donc, si on fait un développement de produit, on sait que la production va avoir besoin de recevoir des pièces, ça prend des manuels d'assemblage. Est-ce que les manuels sont lisibles? Est-ce que les gens les comprennent bien? Est-ce qu'on a fait des essais pour voir quelles sont les meilleures manières d'assembler? Et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment d'amener tous les départements autant à vouloir servir que le département qui doit recevoir le service, d'accepter le service et de dire oui, il est à la hauteur de où ce qu'on a besoin d'être. Alors, c'est vraiment d'établir des clients internes, de s'assurer qu'on sert bien notre clientèle à travers tous les processus de l'entreprise. Honnêtement, c'est un processus qu'on recherche vraiment dans les entreprises. Quand on étudie à l'université ou qu'on travaille comme consultant, on essaie de faire comprendre ce principe-là à certaines entreprises qu'il y a des clients internes, il y a des clients externes, on est indépendant. C'est pas évident. Puis vous avez réussi. Non, mais juste voir comprendre le processus, puis ça fonctionne, puis la communication a été développée, c'est quelque chose. Je veux dire, c'est pas évident de se rendre jusque-là. Là. On dit qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde. Ah, clairement. Notre système n'est pas parfait encore. Je pense pas qu'on va atteindre la perfection, mais on travaille beaucoup. Je pense que les gens comprennent le principe. On va avoir des choses à corriger, des choses à améliorer en avançant. Puis comme je vous disais, c'est vraiment de revenir sur la structure avec les problématiques qui se sont créées à fur et à mesure qu'on avance. On est capable de revenir sur la structure et dire, à tel endroit, ça n'a pas fonctionné pour telle raison. Comment est-ce qu'on ajuste la structure pour bien avancer? Alors, je pense qu'il est encore là, c'est d'impliquer tous les gens. Tous les gens dans notre entreprise, ils peuvent faire une rétroaction sur la structure, sur les produits. Tout ce qu'on leur dit tout le temps, c'est documenter pour qu'on soit capable de la voir,
d'erreur ou la problématique, Exact. on puisse l'analyser et la corriger en avançant. C'est le gros bon sens. On essaye de garder les choses simples, mais c'est sûr que ça devient compliqué quand on a plus de gens. On est au-delà de 100 personnes ici. On est rendu dans quelques pays. On a maintenant une entreprise en Europe. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, surtout, c'est la culture. Vous avez des cultures là-dedans aussi, là, à regarder. Là. Oui, mais je pense pas que les cultures vont être un problème parce que les gens sont impliqués. Alors, la culture devient automatiquement changée par elle-même parce qu'on a maintenant des nouveaux points de vue qui rentrent. Donc, moi, je parlais de culturel international. Ça n'a pas un impact dans l'interne de votre entreprise? Oui, moi, je vous dirais que si on regarde à la base, les compagnies qui font des produits dans notre domaine le font un peu tous pour la même raison. Ils veulent aider les gens. Donc, ça se peut qu'il y ait des cultures différentes, mais il y a une culture qui vient se rejoindre aussi. Ouais. Alors, on sert de ce qui se ressemble et on ajuste sur les différences. Je veux dire, c'est toujours un projet qui va faire en sorte que plusieurs personnes de différentes cultures, différentes mentalités vont se rejoindre. Parce que le projet commun vont atteindre le même but, le même objectif, puis les intentions sont les mêmes. Et ils vont participer à établir le projet aussi. Oui, oui. Alors, pour nous, un projet n'est pas bâti par une personne dans son coin qui va dire finalement, voici le devis. Non. Un projet, pour nous, tous les départements vont participer à la rédaction du projet. Il faut. Parce que tous les départements vont avoir besoin de travailler à l'intérieur du projet. Et ça inclut ceux qui sont à l'international aussi. Exact. C'est vraiment le gros bon sens. Je vous dirais qu'on n'est pas Amazon non plus. Donc, on livre pas des produits qui sont standards, qui sont un produit simple qui doit être répliqué 10 millions de fois. Non, alors, nous, on fait des produits donc qui doivent être ajustés, adaptés. On doit être capable de répondre à plusieurs besoins à l'intérieur d'une demande. Alors, c'est ce qui nous, je dirais, qui démarque le plus d'un produit de masse. On a des produits, parce qu'on fait aussi des aides à la marge, qui sont pas des produits qui sont fabriqués ici, mais plus en distribution. Donc, c'est fait selon nos spécifications, mais c'est vraiment des produits qui viennent d'Asie. On travaille principalement avec Taïwan parce que pour nous, c'est important d'avoir une certaine qualité. Le prix est toujours important, mais le prix n'est pas plus important que la qualité. D'accord. La qualité, généralement, va donner la raison d'être du prix. Et c'est comme ça qu'on travaille. On n'a pas l'intention de devenir le plus gros vendeur, mettons, de cannes, mais on va vendre les bonnes cannes. Et on sait que les gens qui achètent chez nous, ils vont parler en bien de l'entreprise. On sait que s'ils parlent à quelqu'un qui a un fauteuil roulant, ben, ils vont avoir la même identité de qualité dans les deux produits. C'est ça qui est important aussi, surtout. La dernière année, on a fait l'acquisition d'un ingénieur en biomécanique. Puis le biomécanique, c'est différent. Il étudie le côté biologique de la personne, puis le mécanique, c'est ça? Exact. Fait que nous, en réalité, on fait beaucoup de travaux mécaniques, mais qui touchaient toujours la biomécanique. Une des choses importantes dans une personne qui a un lourd handicap, d'être capable de garder sa position pour garder le confort, ça devient très important. Quand on commence à tomber dans les cas plus lourds, quand on parle de maladies dégénératives, on parle de confort, au début, c'est pas nécessaire. Mais plus on avance, les besoins augmentent graduellement et ça devient très compliqué de gérer la solution d'électronique. On parle de mécanique, on parle de biomécanique. C'est vraiment d'être capable d'apporter les produits le plus versatiles possible, avec des solutions accrues tout au long que ça avance. Alors, pour nous, ce qui est important, quand je vous parlais de vision puis du plan stratégique qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour amener le produit à faire plus en avançant. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai une question assez spéciale à vous poser. Quand la personne décède, qu'est-ce qui arrive au fauteuil? Est-ce qu'il revient à vous ou est-ce qu'il revient? Parce que je veux dire, il n'y a pas personne d'autre qui peut l'utiliser à part cette personne-là. Ça dépend des marchés, mais si on prend exemple au Québec, la Régie d'assurance maladie du Québec qui défrait les produits pour les gens qui ont besoin d'un fauteuil par condition de maladie. Donc, ces produits-là sont 100% défrayés par la Régie d'assurance maladie du Québec. Mais les produits appartiennent à la Régie d'assurance maladie. Ce qui veut dire, si quelqu'un décède, normalement, le produit est retourné au centre de réadaptation et si le produit a encore une certaine capacité d'être utilisé, il va être ce qu'on appelle dans notre jargon, il va passer à travers la valorisation. D'accord. Ils vont faire comme une remise à neuf du produit et ce produit-là peut être ensuite
réutilisé par une autre personne. Dans certains cas, c'est pas nécessairement des personnes qui ont des besoins, ou je vous dirais dans les catégories de besoins, ça va être des personnes qui en ont besoin un peu moins dans certains cas, mais on a un produit qui est déjà acheté, qui ne coûte pas nécessairement le prix d'un fauteuil neuf. Alors, ils sont capables, dans certains cas, de redonner à certaines clientèles même des produits qu'ils n'auraient pas pu avoir normalement, pour donner plus de capacité de fonctionnement. Un exemple à ça, quelqu'un pourrait ne pas avoir besoin d'un dossier motorisé, mais un dossier motorisé, c'est très confortable. Parce qu'on est capable d'amener l'angle de notre dossier exactement où on veut en tout temps. Mm-hmm. Et ça prend une justification pour ça. Parce que ça a un certain coût. Mais là, parce qu'il est en valorisation, on ne veut pas enlever le dossier parce que personne n'a pas besoin, il est déjà là. Alors, la personne peut bénéficier des fois d'un produit un peu plus complexe, mais qui n'était pas un produit neuf. Donc, au fond, c'est comme un véhicule. Au fond, un véhicule qui est usagé, il peut être revendu pour être utilisé. Mais il ne sera pas revendu parce qu'il est 100% propriété de la régie. La régie qui a déjà payé. Donc, ça veut dire que il va être réassigné. Il va être réassigné, c'est ça. À l'extérieur des gouvernements qui achètent le produit comme tel et qui sont propriétaires et qui peuvent le réassigner, c'est très difficile de repasser ou de vendre un produit pour finalement qu'une autre personne le rachète. Ça va se produire souvent que le produit, malgré qu'il aurait pu avoir un coût assez onéreux, va arriver après 3 ans, 4 ans, et il n'y a pas de marché pour. Donc, ce qui veut dire, une personne va dire oui, mais ça coûtait tellement cher. Je voudrais le vendre 1 000 $, puis il n'y aura pas de preneur. Non, c'est sûr, parce que c'est adapté à elle. Et surtout que normalement, un produit est considéré pour un terme d'environ 5 ans. Parce qu'on s'entend, il y a une certaine usure, rendu à un certain point, ça va être plus dispendieux de réparer que de changer le produit. OK, d'accord. Donc, elle dure 5 ans, puis après 5 ans, exact. Ça a comme un peu passé de date la technologie ou du confort et tout. Là. Si la personne pendant 5 ans... ça serait possible de faire un produit pendant 10 ans qui serait capable de faire le 10 ans. Par contre, le prix d'achat serait tellement plus cher. Ben oui. Alors, il y a vraiment une sorte d'équilibre à aller chercher, la qualité du produit, le prix qu'ils veulent être capables de débourser aussi. D'accord, OK. Ah, mais c'est intéressant. Je veux dire, d'une certaine façon, il y a une certaine forme de recyclage. Ils sont pas abandonnés. Mais si, par exemple, ils sont plus utiles, ils sont quand même récupérés par la régie, puis ils les conservent pour des cas spéciaux ou ils vous les renvoient puis vous les démantelez puis... Non, c'est vraiment la régie qui va faire ce travail-là. Alors, s'ils récupèrent un produit qu'ils ne peuvent pas réassigner, c'est possible qu'ils vont garder quelques composantes du produit pour se servir de ces composantes-là pour faire de la réparation. Ah, OK, c'est logique. C'est ça. Ils essaient de récupérer le maximum qu'ils peuvent et en même temps, ils savent que c'est une économie pour eux. Oui. Mais aussi, je pense qu'ils font aussi attention parce qu'il y a une certaine expertise qui s'est faite au niveau du recyclage au Québec. Au départ, ça avait été un peu plus large et en faisait plus. Et je pense qu'ils ont réalisé que certains milieux allaient chercher parce que de trop avoir de fauteuils réassignés, ça augmentait beaucoup le coût des pièces de remplacement et ainsi de suite. Alors, je pense qu'ils ont été capables d'aller chercher un certain équilibre ouais. Ah, mais c'est bon. Ah, c'est intéressant. Je suis contente d'avoir posé la question. Je n'osais pas, parce que c'est encore de décès, là. Mais c'est la réalité, là. Vous, c'est quoi votre background? Vous avez lancé là-dedans? Et j'aimerais vous dire que je suis un ingénieur, que j'étais allé à l'université, mais je ne le suis pas. Malheureusement, j'ai commencé à travailler dans un emploi d'été quand j'avais 17 ans, juste avant d'aller au cégep. Et j'ai fini mon emploi d'été, j'étais allé au cégep 2 mois après que j'avais commencé le cégep. Je m'ai fait offrir un emploi dans cette même entreprise. Vraiment? Oui. Alors, j'ai lâché le cégep, j'étais allé travailler dans cette entreprise-là. C'est l'entreprise qui faisait, la première entreprise que j'ai travaillé pour dans le domaine, qui faisait des fauteuils roulants motorisés manuels et tout ça. J'ai jamais ressorti. Mais vous connaissez très bien le produit parce que vous avez été à la base puis vous avez monté dans la compagnie, c'est ça? Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je suis là-dedans. Dans mon choix de carrière, je me suis dit qu'à l'âge que j'avais quand je suis rentré dans le domaine,
J'ai dit, par le temps que je vais avoir 50 ans, il restera plus personne dans le domaine qui a autant d'expérience que moi. Ah ouais, c'est Alors, vrai. ça m'a bien servi, mais je dirais pas à personne de prendre le même chemin que moi nécessairement. Je veux que mes enfants aillent le plus longtemps que possible à l'école, mais il faut pas oublier que même si on va pas à l'école, on est à l'école de la vie. J'ai été obligé de m'éduquer sur toutes les choses que j'ai pas fait à l'école. J'ai été obligé d'aller chercher cette information-là. J'ai été obligé d'apprendre beaucoup de choses depuis que je suis sur le marché du travail. Alors, je pense que l'école, c'est une voie pour être capable d'aller chercher de l'information condensée. Oui. Dans mon cas, je l'ai fait moins condensé, mais Vous êtes plus graduel. autodidacte. Vous êtes autodidacte. Exact. C'est ça. Ça, c'est une force d'être autodidacte. C'est ça qui fait une différence. Et c'est vrai, l'université et tout, ça, c'est de la matière condensée, d'expérience. Et quand on sort, on a un avancement parce qu'on a été chercher l'expérience par l'apprentissage. Mais il reste toujours que l'école de la vie, comme vous dites, c'est la meilleure école. C'est celle-là qui va être la plus intense aussi parce que vous apprenez sur le tas. Mais je vous dirais, ce qui était le plus important pour moi, c'était que c'était une passion. Donc, Exact. je savais que j'étais pour être bon parce que vous aimez ça, vous êtes passionné de ça. Puis c'est ça qui est la force d'un entrepreneur. Comme qu'on dit en bon québécois, j'en mange. Il faut l'être parce que il y a du stress. On veut s'assurer que nos employés vont être bien, qu'ils vont avoir un travail continuel, que l'entreprise continue à avancer. On a des fois des choix difficiles à faire. Alors, je dirais, c'est pas que c'est très compliqué. Je pense il faut se forcer, il faut s'appliquer. Il faut s'assurer de bien travailler, puis quand on n'a pas bien travaillé, mais il faut se retrousser les manches, puis retravailler plus fort. Moi, j'ai jamais vu personne qui avait pris toutes les bonnes décisions, qui avait tout bien fait. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qu'une fois qu'ils avaient pris de mauvaises décisions, ils ont travaillé énormément fort pour être capables de réparer. La décision qui n'a pas été bien prise. Et je pense que c'est le secret du succès. Tous les gens que moi je vois qui ont eu du succès, tous les entrepreneurs que j'ai connus, ont travaillé très fort. Oui, c'est ça le secret finalement. Il n'y a pas de paresse à rien, c'est juste qu'ils s'y donnent à fond. Ouais. Ah, ben écoutez, félicitations. Je trouve que c'est un beau cheminement, un beau parcours. Je m'ai fait dire quand j'étais un jeune entrepreneur, quand j'avais commencé l'entreprise, j'ai rencontré une personne qui me dit, Éric, la différence entre un rêve et une réalité. Ben, là, tu me dis ça? Je dis non, c'est quoi? Il me dit, c'est une échelle de temps. Ah. Fait que tu as un rêve, tu ne le mettras jamais dans le temps. Mais si tu veux que ça devienne une réalité, fais des petits blocs, puis mets des étapes à atteindre jusqu'à temps que tu fais ton rêve. Ça devient une réalité. Tu vas l'accomplir. Et j'ai fait, je comprends ça. Je pense que je comprends ce concept-là. Puis c'est ce que je fais depuis que j'ai entendu ça. T'as retenu? Parce que moi, j'avais toujours entendu dire, c'est quoi la différence entre une personne qui rêve et une personne qui réalise? Il faut se réveiller puis le réaliser. Exact. L'échelle de temps, c'est vraiment de le mettre dans le temps. Et de le briser par petits blocs. Parce qu'on peut pas atteindre un rêve d'un coup. Non, c'est ça. Faut mettre des petites choses en place pour un jour atteindre de quoi de gros. Fait que si on veut faire une montagne, on va commencer par une pelletée. Oui. Combien de pelletées par jour? Puis c'est quand je vais avoir fini la montagne. C'est les petits trucs que j'ai utilisés quand des fois je cherchais à comment pousser les limites, comment essayer d'aller chercher plus. On a des idées, mais on pense pas qu'on peut les atteindre, puis tout à coup on dit, mais attends une minute, si je fais telle partie en premier, si je fais ça, après ça je fais, peut-être que l'on pourrait s'y rendre. Tout à coup, on est rendu à mi-chemin, puis on est convaincu qu'on va s'en rendre. C'est fou, hein? Oui. C'est fou, hein? J'étais en cours de psychologie au cégep. Le professeur de psycho, il disait, on a 3 crises qu'on vit dans une vie. Il dit, il y a la crise de la trentaine. Il faut que je parte une famille, il faut que je vive, il faut que je commence à me marier, tu vois, comme l'excitation de là. Après ça, il dit, la crise de la quarantaine, est-ce qu'on se remet en question? Est-ce que je peux encore? Est-ce que je suis vraiment encore dans le game et tout ça? Après ça, il dit, il y a la crise de la soixantaine. La soixantaine, il y a des regrets. J'aurais dû. Puis moi, à 20 ans, je me suis dit, c'est pas vrai qu'à 60 ans, je vais avoir des regrets. Je vais réaliser tout ce que j'ai à réaliser pour m'assurer qu'à 60 ans, je l'ai fait. Je l'ai vécu. C'est mon plan. Je sais pas si ça va être 60. Des fois, je me dis, c'est peut-être 55, 57, c'est du 65, je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine, à un certain point, je sais que je vais avoir fait tout ce que je voulais faire, puis je vais aller faire autre chose. Mais c'est ça. Je pense que j'ai encore un peu de passion à brûler encore. Puis être passionné, puis ça continue, ça va être toujours la passion, ça va être toujours là. Ah, mais en tout cas, je vous félicite, c'est vraiment une très belle aventure, vous avez très bien réussi. Merci beaucoup, puis si jamais il y a quoi que ce soit, fais rentrer en contact avec moi. Ah, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une belle journée, M. Dugas. Merci, vous aussi. Au revoir. Bye bye.
Toven International est une firme de recrutement d'ingénieurs manufacturiers et des technologies. N'hésitez pas à nous communiquer pour plus d'informations par notre site internet www.toveninternational.com. Nous sommes là pour vous soutenir.